l'Organisation Bonjour et mondiale de la bienvenue santé. sur l'espace. L'enjeu sanitaire autour des latrines est très important. Il faut l'adapter à la fois à la culture des personnes chez qui on est, à la qualité du sol, rapidement un moyen pour les organisations de montrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection, malgré d'aider les réfugiés et les déplacés à construire eux-mêmes leurs toilettes. En tout cas, d'arrêter de faire des toilettes collectives telles qu'elles sont faites dans le premier temps. Des toilettes collectives, c'est des toilettes qui sont partagées entre eux, on l'a dit, 10, 20, 50 personnes. Les toilettes en fonction de la situation, dans les camps de réfugiés. Qui, au bout d'un moment, se retrouvent sales, c'est compliqué d'encourager des gens à les nettoyer, etc. Donc très rapidement, la plupart du temps, on essaye de passer à un peu une autonomisation des réfugiés et des déplacés. Ils prennent une toilette pour 20 usagers. Dans certains camps, ils sont à une toilette pour 100, une toilette pour plusieurs milliers. 1994 que vous évoquiez en République démocratique du Congo avec des milliers de Rwandais qui affluent, des réfugiés rwandais qui affluent dans le camp de Goma, a marqué, disent les humanitaires, un tournant dans la façon dont on pense aujourd'hui les questions sanitaires et de toilettes dans les camps de réfugiés. Pourquoi vous dites qu'il n'y a rien à faire? Parce qu'on est submergé et qu'il y a beaucoup trop de cas, il y a beaucoup trop de monde qui afflue encore. Il y a déjà, sur le chemin, quand on est venu ce matin, il y avait déjà 800 corps qu'on a découverts comme ça sur le bord de la route. Quand on est arrivé ici, il y avait encore une centaine de corps. De toute façon, réhydrater les gens avec le personnel qu'on ne connaît pas, qu'on a engagé comme ça... Qu'on soit là ou pas là, je crois que l'impact, il est très faible. Mais vous arrivez quand même à sauver certaines personnes? J'espère quand même. Mais de toute façon, demain, quand on va revenir, il y aura encore 2 fois plus de morts, ça c'est sûr. Et c'est le début en fait, ça c'est le début. Ça va très vite, l'incubation pour le choléra c'est de 3 jours, l'immunité est très faible et de toute façon, comme il n'y a de toute façon pas maintenant de supplément d'eau potable correct, pour l'instant ils continuent à prendre de l'eau au lac Kivu, ils continuent à prendre de l'eau sur le chemin et toute cette eau est souillée, donc de toute façon ça ne change absolument rien. Archivina de 1994 à Goma avec 7 médecins de Médecins sans frontières, Baptiste Lecuyot, ce sont des situations qui existent toujours, qui perdurent, ces cas de maladies qui se propagent parce que les latrines ont été faites soit trop tard, soit mal faites, soit qu'il n'y en a pas assez. Aujourd'hui encore, le Solidarité Internationale, par exemple, travaille au Bangladesh dans les camps de Rohingyas. Comment ça se passe aujourd'hui? Alors, voilà. Alors, curieusement, cette émission, c'est le symbole de ce qui se passe. C'est France Culture, c'est important qu'elles existent, ces émissions, mais elle invite 2 acteurs des ONG et pas de politique. Personne pour aller interroger un Sarkozy, un Macron, un chef d'État, en leur demandant s'ils sont conscients de ce qui se passe dans un camp de réfugiés, comment ils imaginent la vie dans un camp de réfugiés. Il y a, je crois, 500 millions, peut-être 1 milliard de réfugiés sur la planète. Qui est-ce qui fabrique ces réfugiés? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des réfugiés? Qui est-ce qui fabrique ces réfugiés au Gabon, je ne sais plus où c'était, bref, au Congo, en Palestine, au Bangladesh, ailleurs, je ne sais pas. Qui est-ce qui les fabrique? Qui est-ce qui fait qu'il y a des gens qui doivent passer une partie de leur vie dans les camps de réfugiés? Il disait que le minimum c'était 12 ans qu'il restait. Est-ce qu'on peut regarder dans les yeux un homme politique et lui dire: est-ce que vous êtes conscient de ce que c'est que 12 ans dans un camp de réfugiés? Pourquoi ces êtres humains-là qui arrivent comme vous par hasard sur cette planète, pourquoi ils n'auraient pas le droit à une vie comme vous avez la vie? Vous envoyez des armes, vous fabriquez des armes, vous savez très bien que ces armes se retrouvent dans des
dans des pays en conflit, vous soutenez des pays en conflit, donc vous êtes responsable de ça. C'est pas le peuple qui va se décider d'aller dans un camp de réfugiés. Donc pourquoi ne pas aller vraiment interpeller? Pourquoi ces journalistes, ces médias ne vont pas interpeller, mais vraiment obliger ces hommes politiques à venir répondre de ces questions? Donc, il y a un problème de médias. Les hommes politiques, ils bougent que si on les fait bouger. Les patrons bougent que si on les fait bouger. On n'a jamais vu un patron qui vient et qui dit ben, je vais augmenter, je vais vous accorder un mois de plus de vacances, ou j'en sais rien moi, des choses, voilà, ça n'existe pas, c'est très rare que le patronat décide des choses comme ça. Des petits patrons avec des employés familiaux, c'est une chose, mais le patronat dans son ensemble. Les hommes politiques, quels hommes politiques vont apporter du bonheur au peuple depuis 30 ou 40 ans que nous sommes entrés dans le néolibéralisme? Ça n'existe pas. C'est toujours, bon, il n'est pas question que ça soit le peuple qui paye pour la crise qui est advenue. Ben, il y a eu une crise dans les années 90, je pense, 2000, la crise des subprimes. Et donc, les hommes politiques arrivent tout de suite à la télévision en disant il n'y a pas de raison que, etc. Et puis au final, c'est le peuple qui paye. Donc, ils font ce qu'ils veulent là. Ils ont les médias, les gouvernements, les hommes politiques font ce qu'ils veulent parce qu'ils ont les médias, ils ont la force, ils ont les forces de l'ordre, ils ont tout le système qui permet de juguler les critiques, de neutraliser la révolte, la rébellion, etc. Donc, c'est une honte. Et les médias, là, quand ils parlent, ben, on les écoute parler. C'est un métier qui n'est pas très gratifiant. Monsieur subit toute qualité de discrimination avec... C'est une profession qui est victime de discrimination et de stigmatisation. Opération ça fait en nuit, ça permet que pour éviter... Alors le travail de vidange se fait la nuit, comme ça on ne nous voit pas. Et donc... C'est un métier très sale. Disons son métier qui est extrêmement sale. Voilà, et c'est le peuple qui doit éponger en plus tous les drames que ces puissants engendrent sur cette planète. Des sacs, les charger dans des brouettes la nuit parce que c'est honteux. Et il parle de ça, la façon dont il parle de ça, c'est dérangeant pour moi. C'est dérangeant. Ils financent des réfugiés pour que eux-mêmes nettoient les latrines. Bien que ça soit obligatoire de le faire. Parfois certains s'auto-organisent pour le faire. Alors, il y a plusieurs aspects, là pour faire écho à ce qui vient d'être dit sur les Bayakou, là en fait ce qu'on appelle des vidangeurs manuels, là c'est vraiment sur la question de la vidange des latrines qui est peut-être un sujet qu'on pourra traiter après, sur la question de l'entretien, de la maintenance et de faire en sorte que les infrastructures... Tu parles des camps de réfugiés. Alors, ce ne sont pas les mêmes. Non, c'est des choses différentes. Dans les camps, généralement, ce qui se passe, encore une fois, il y a une multitude de réalités dans les camps, sans faire de généralité, c'est qu'on va avoir des financements auprès d'ONG pour assurer le nettoyage des cabines de latrines et pour s'assurer, et en fait ce nettoyage il est absolument nécessaire parce que comme pourquoi vous imaginez, personne on a 20, ne va 30, interroger ces hommes politiques clairement voilà, Macron qui sait qui va parler avec lui, ces deux influenceurs qui vont faire un peu le buzz, la fête, des trucs à la con, et personne des habitants des camps à travers un peu des... On n'arrive pas à percer cette carapace pour les éveiller, quoi. C'est ça qui est vraiment incroyable. Notamment le fait que les gens ne s'approprient pas, c'est la
latrines, vu qu'elles sont collectives, elles sont partagées entre plusieurs, ça fonctionne beaucoup plus pour des latrines au niveau des foyers. Parce qu'il faudrait qu'ils s'approprient ces latrines. C'est très important de s'assurer que ce nettoyage il est fait. Il faudrait qu'ils s'approprient ces latrines, qu'ils sont chassés, poussés dans des camps de réfugiés, enfin dans des conditions misérables, ils passent leur vie là-dedans et il faudrait en plus qu'ils gèrent tout ça. Déjà, c'est pas les Occidentaux qui gèrent les latrines et à part de les installer, de payer les trucs. Elle peut nécessiter des moyens logistiques très importants avec des camions vidangeurs mécaniques, avec toute une planification, des horaires, des systèmes de référencement pour savoir quelle latrine il faut aller vidanger. On a aussi effectivement des milliards passent dans des... Pour la guerre, on envoie 5 milliards, 10 milliards. Avec 10 milliards, ils règlent tous les problèmes de tous les camps de concentration. C'est ça, exactement. Ça sera appelé comme ça dans l'avenir. Parce qu'ils l'appellent pas comme ça, mais c'est de la même manière. Donc, ces camps de réfugiés... Vous avez travaillé aussi au Niger, au Sahara occidental, où les camps sont beaucoup plus... Avec quelques milliards, ça serait résolu. Qu'est-ce que vous avez pu, en tant qu'anthropologue, constater des usages qui sont faits entre ceux qui utilisent les toilettes? Bon, ça, c'est... Et les milliards, ils les envoient, ces enfoirés, parce que c'est ça, ceux qui engendrent les guerres, ceux qui prônent les guerres. Dans lesquels je suis allée, c'est qu'on retrouve très vite un fonctionnement social qui s'incarne dans des hiérarchies extrêmement fortes, et que ceux qui se retrouvent à nettoyer et entretenir les toilettes sont les personnes les plus faibles, ou du moins les moins valorisées socialement, c'est-à-dire les femmes. Les femmes iront nettoyer des toilettes, elles n'auront pas forcément de rétribution, même de considération pour ça, ça paraît normal. Mais aussi, par exemple, dans les camps de réfugiés de Maliens au Niger, donc on est en 2012-2013, les personnes qui nettoyaient les toilettes, c'était des camps immenses, dans un endroit très désertique, c'était ceux que l'on appelait Bella ou Iklan, c'est-à-dire dans la société extrêmement hiérarchisée des Touaregs, ceux qui sont tout en bas de l'échelle sociale, qui sont vraiment mis à l'écart. Voilà, donc on est dans... des autres. On est dans un système comme ça où on laisse les systèmes dominants-dominés perdurer à tous les niveaux, dans les prisons, dans les camps de réfugiés, dans tous les endroits où le non-droit s'est imposé grâce à ces fauteurs de guerre, à ces engendreurs de chaos, de guerre, de violence, et qui font ça de leur salon tranquillement, voilà. Une honte. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Bon, bref, si vous avez, si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt pédagogique, sociaux, mais la base de mon travail n'est pas là, elle est d'essayer de démontrer que l'humanité va vers sa perfection malgré ce genre de... malgré la dégradation que les néolibéraux, les puissants néolibéraux peuvent faire quand ils rentrent dans la toute-puissance, comme c'est le cas aujourd'hui, quand ils s'organisent et que les politiques les soutient pour rentrer dans la toute-puissance. Donc vous pouvez soutenir cette théorie en mettant des pouces, des avis, donc en mettant donc des avis, en laissant des commentaires, en vous abonnant, c'est gratuit, en allant visiter le site Mécanique Universelle, en établissant des liens entre les divers sites, pardon, je viens de voir quelque chose.
Voilà. Voilà, et puis vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Merci.